Europe Matin, au cœur de l'info, Julien Pierce. 7h14 sur Europe 1. Bonjour François-Marie Bréon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur climatologue et directeur adjoint au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. 9 départements du sud-est de la France sont actuellement en vigilance orange canicule. On attend aujourd'hui jusqu'à 39 degrés par endroit. Et cette vague de chaleur qui touche toute l'Europe, 33 degrés en Norvège au lieu de 21 habituellement à cette période, 37 en Sibérie. François-Marie Bréon, ça y est, le réchauffement climatique devient concret en Europe ? Ça y est, mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. J'ai un peu l'impression que chaque fois qu'il y a une canicule, on est invité à venir parler sur Europe 1 et ailleurs. Et je pense que ça fait une bonne vingtaine d'années que les climatologues alertent sur des événements de ce type-là qui vont se reproduire de plus en plus souvent. Et c'est effectivement, malheureusement, ce qu'on observe. Mais il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de nouveau pour moi à ce qui se passe cette année en Europe. Enfin, 37 degrés en Sibérie, c'est pas commun, non ? Oui, mais il y a eu aussi des événements qui étaient vraiment exceptionnels en Russie il y a quelques années. Il y a eu des réchauffements. La canicule de 2003, quand même, qui commence à dater maintenant, était quand même une sacrée alerte aussi sur le genre de choses qui peuvent se passer. Donc, à nouveau, moi, je ne suis pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Alors, sans faire de la fiction climatique alarmiste, à quel scénario faut-il se préparer dans les années à venir, d'ici 2050 environ ? Il faut se préparer à des canicules qui deviennent finalement pas une exception, mais la norme. C'est-à-dire que ce qui est prévu, c'est que des étés comme ce type-là vont devenir la norme, c'est-à-dire que plus d'une année sur deux, on va avoir ça, et même des canicules plus intenses, parce qu'il faut se rappeler que la canicule de 2003 était beaucoup plus intense que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et des canicules comme celle de 2003 vont devenir, elles aussi, la norme dans quelques dizaines d'années. Vous êtes d'accord avec certains de vos confrères climatologues qui prédisent qu'en 2050, il pourrait y avoir des pics à 50, voire 55 degrés en été dans l'est de la France ? Je ne crois pas qu'on ait dit 55 degrés. Effectivement, 50 degrés, c'est des choses qui ont été dites. C'est Jean Jouzel, pour le citer. Je crois que Jean Jouzel a dit 50 degrés. Je ne crois pas qu'il ait dit 55 degrés. Peut-être qu'il l'a dit et je ne suis pas au courant. Moi, je ne m'avancerai pas sur 55. Mais effectivement, il y a des simulations climatiques avec les modèles qu'on développe dans nos laboratoires et qu'on fait tourner pour voir un peu ce qui va se passer dans le futur, qui prédisent effectivement 50 degrés à l'échelle de quelques dizaines d'années. François-Marie Bréon, il faut qu'on achète tous des climatiseurs ? Eh bien, oui, je pense que quand même, il faut bien admettre que pour devenir supportable, on va devoir s'équiper comme d'autres pays le sont déjà depuis longtemps. Je pense qu'il ne faut pas interdire les climatiseurs. Maintenant, on peut réfléchir à une manière intelligente de s'équiper, c'est-à-dire de le faire dans une seule pièce, pas de toute la maison, de mettre un climatiseur dans une pièce qui est isolée, et puis avoir un usage raisonné de ce climatiseur. Mais je ne vais certainement pas imaginer qu'on va interdire l'utilisation des climatiseurs. Alors ces vagues de chaleur provoquent des sécheresses intenses, et qui dit sécheresse dit bien souvent incendie, comme actuellement en Californie où la situation est quasi incontrôlable. François-Marie Bréon, est-ce que ça veut dire que ce réchauffement climatique, il est irréversible ? On ne pourra jamais revenir en arrière ? Qu'il est irréversible à l'échelle humaine, voire à l'échelle de centaines d'années, il n'y a aucun doute. Maintenant, si on regarde la Terre sur 10 000 ans, 100 000 ans, on peut imaginer qu'il est réversible. Mais sur une échelle de temps de quelques siècles, oui, le changement climatique qu'on a actuellement est irréversible. On s'annonce vers quoi, là, actuellement, avec nos modes de consommation ? Une hausse de la température moyenne de combien ? Une hausse de température, si on continue à émettre du dioxyde de carbone comme on fait aujourd'hui, on va avoir plus 5 degrés à la fin du 21e siècle et ça va continuer à augmenter après. Mais je pense je n'ai aucun doute qu'il va y avoir une vraie prise de conscience quand on va se prendre des canicules à répétition de ce type-là. La question est de savoir quand est-ce qu'il y aura une vraie prise de conscience et plus que ça, en fait, quand est-ce qu'on se dira le changement climatique, c'est plus important que d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la prise de conscience de la part des gouvernements, elle est là, mais elle est un peu en conflit avec d'autres choses qui paraissent importantes comme l'économie. Il faut pas faire prendre de mesures qui vont contre l'économie. Et le problème est là. Alors, on va y venir sur l'aspect politique, mais avant, si on veut agir tout de suite, là, maintenant, en ce 31 juillet, que doit-on faire pour contenir la hausse des températures aujourd'hui en France ?
D'abord, on ne peut pas le faire de manière individuelle, c'est-à-dire que le climat, il est forcément global, donc il ne faut pas s'imaginer que si moi je fais quelque chose, je vais jouer sur mon climat à moi. Donc il y a forcément des mesures qui sont internationales. Et ensuite, les mesures qui sont prises dépendent des pays. Donc vous savez peut-être que personnellement, pour la France, je défends beaucoup le nucléaire, parce que je pense que le développement du nucléaire est adapté à un pays comme la France. Il n'est pas adapté à tous les pays. Donc il y a d'autres pays pour lesquels le développement du renouvelable est tout à fait adapté. Et ensuite, il faut réduire nos consommations d'énergie. Donc ça passe par une meilleure isolation des bâtiments, ça passe par un changement de mode de transport, ça passe par une diminution forte du transport aérien. C'est quelque chose aussi pour lequel je milite beaucoup. Donc c'est un changement de nos modes de vie qui est important. Alors moins prendre l'avion, moins prendre la voiture, moins manger de viande aussi, etc. Tout ça va forcément avoir un impact sur l'économie, sur notre qualité de vie. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à ces sacrifices, François-Marie Bréaume ? Eh bien, c'est, je pense, le problème. C'est quelque chose que j'ai développé dans un article hier, enfin très très rapidement, et je pense que malheureusement, peu de gens, il y a des gens qui sont prêts à faire des sacrifices de manière individuelle, mais ce n'est pas une majorité. Et je pense qu'il va y avoir des mesures impopulaires qui doivent être prises, et c'est la grande difficulté dans le cadre d'une démocratie. Un gouvernement qui prend des mesures impopulaires n'est pas forcément réélu l'année suivante. Et donc, on peut se poser la question si la lutte contre le changement climatique est réellement compatible avec notre société d'aujourd'hui, qui est quand même très individuelle et qui fait la part plus importante aux choix individuels. Et justement, les politiques dans tout ça. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a appelé dimanche à une union sacrée entre les partis sur cette question. Et on n'a pas le sentiment qu'il soit réellement entendu, même au sein de son propre gouvernement. C'est irresponsable, selon vous, cet attentisme, ce manque d'engagement de la part de la classe politique, François-Marie Bréaume ? Je ne veux pas trop critiquer le gouvernement, parce que, à nouveau, le gouvernement doit avoir une priorité qui est la lutte contre le changement climatique, mais il a aussi d'autres priorités qui sont le bien-être des citoyens, la lutte pour l'emploi, pour le plein emploi, enfin la recherche du plein emploi, donc l'économie. Donc, puisqu'il y a des objectifs qui sont un petit peu incompatibles, le gouvernement est tiraillé. Il doit aussi essayer d'être réélu la prochaine fois. Donc, bien sûr, il y a plein de décisions du gouvernement qui ne me plaisent pas, mais en même temps, je ne veux pas non plus trop le critiquer, parce que je suis bien conscient qu'il a plusieurs priorités et que les citoyens attendent de lui pas seulement une lutte contre le changement climatique. Donc moi, je mets la lutte contre le changement climatique une priorité, mais je comprends que le gouvernement ait d'autres priorités aussi. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait plus quasiment de verts, d'écolos en politique en France? On a vu que dans d'autres pays, en Allemagne, au Danemark, en Suède, les partis politiques verts avaient réussi à faire changer les choses petit à petit. Nous, absolument rien. Eh ben, à vrai dire, moi je me sens écolo à titre personnel. Jamais je ne voterai pour les Verts en France, parce que je pense que les Verts se trompent de combat, et en particulier puisque les Verts mettent comme priorité la sortie du nucléaire, alors que je pense qu'en France, le nucléaire est bon pour le climat. Donc je n'ai pas du tout envie de voir des Verts au gouvernement aujourd'hui. Même le nucléaire est bon pour le climat, même avec des centrales qui ont plus de 40 ans et qu'on tente, bon gré mal gré, de prolonger la durée de vie sans assurance sur la sécurité ? En France, on a une autorité de sûreté nucléaire dont le rôle est de dire si les centrales sont sûres ou pas. Donc moi, de même que je demande aux gens de me faire confiance quand je parle sur le climat, je fais confiance à l'autorité de sûreté nucléaire quand elle parle sur la sûreté nucléaire. Donc tant que cette autorité me dit que les centrales en France sont sûres, je considère qu'il ne faut pas les fermer. Et l'éolien, le solaire le solaire... Ce ne sont pas des alternatives crédibles pour vous ? D'une part, si l'objectif c'est de fermer des centrales pour le mettre de l'éolien à la place, finalement, pour le climat, à nouveau, on n'a rien gagné, parce qu'on a remplacé une source d'électricité décarbonée par une autre, alors que moi, je préfère qu'on mette les moyens vers des choses qui vont vraiment diminuer nos émissions de CO2. Dernière question, François-Marie Bréaume. La Chine a planté 13 millions d'hectares de forêt ces 10 dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que la reforestation, c'est une solution viable ? Ça fait partie des solutions, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire que oui, ça peut être une des mesures
mesures qu'on va prendre en Chine comme ailleurs. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que si on plante trois arbres chacun, eh ben, le problème est réglé et qu'on peut continuer à partir en vacances aux Antilles comme on veut. Merci François-Marie Bréon d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur, climatologue et directeur adjoint au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci et à bientôt. Europe 1.